Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Charlotte, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 92, Je suis imparfait. Avant de commencer, nous souhaitons remercier Claire pour son témoignage. Génial, j'adore Bulle de Bonheur, ça me requinque et ça me fait m'aimer et aimer les autres. Eh bien, faites comme Claire, postez vos témoignages sur nos réseaux sociaux, 2 minutes de bonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Dans pas mal d'aspects de ma vie, je me retrouve à chercher à bien faire. Bien faire à la maison, bien faire avec mon mari, réussir l'éducation de mes enfants et bien gérer ma carrière. Et bien gérer mes amitiés, bien gérer mes relations avec mes voisins, être sûre de faire assez de sport. Bref, être parfaite. Et en plus, je suis hyper connectée. Arrosée de nouvelles idées, de conseils, de la vie des autres, de leurs performances, de leurs enfants adorables, de leur boulot en or, etc., etc. Ça devrait être hyper énergisant, non? Eh bien en fait, c'est un peu piégeux. Je suis la première à avoir envie d'être au top. Et pourtant, plus ça me fait envie, et plus je perds pied quand le résultat n'est pas à la hauteur. Mais alors quoi? Faudrait-il que j'arrête d'avoir envie de plus, de mieux? Est-ce que la perfection s'oppose forcément au bonheur? Ça me chicote. Pourquoi cette envie de mieux faire, qui devrait me donner des ailes, m'empoisonne parfois la vie et celle de ceux qui m'entourent? Et pourquoi les échecs me coupent-ils l'envie de prendre des risques? Faire des efforts et se dépasser, c'est une qualité, et pourtant, je suis facilement découragée. Bon alors, comment transformer toute cette énergie en carburant positif? La recherche de la perfection me suit dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Faire bien ne suffit pas toujours. Je suis attirée par plus, par mieux. C'est un peu le complexe de la bonne élève. Ça me fait penser à un de mes enfants qui, à force de toujours avoir été entraîné à mieux réussir, il n'arrivait plus à se satisfaire d'une super note qui ferait rêver tous ses copains de classe. Et il se focalise sur les petites erreurs qu'il faisait au lieu de savourer les 80% de sa copie appréciée par le professeur. C'est aussi, j'ai perdu beaucoup de poids et au lieu de me féliciter de tous mes efforts, je coince sur les 3 kilos dont il me reste à me débarrasser dans mon monde idéal. Il y a la performance que je vise, il y a aussi la peur d'échouer, même quand je réussis. Et puis il y a aussi la multitude de petits échecs bien réels qui nous façonnent jour après jour. Et justement, face à un échec, le mien, celui de mes enfants, ou de quelqu'un à qui je tiens, j'ai du mal à rebondir. Je me demande ce que j'ai raté, à quel moment j'aurais pu prononcer une phrase différente, et pire, je peux me culpabiliser. Je vous renvoie à notre podcast 50 sur la culpabilité. Pourtant, certaines personnes se laissent moins atteindre. Ma voisine s'est fait virer de son boulot il y a 3 semaines et elle rebondit très vite. Passée la surprise, la voilà déjà en train d'organiser des rendez-vous réseau pour son prochain poste. À l'inverse, mon enfant a raté son examen et ne réussit pas à remonter la pente. Les épreuves et les petits échecs du quotidien jalonnent notre vie. On observe cependant une variété de réactions face à ces échecs. Et vous, quelle est votre réaction? C'est toute une posture et notre élan de vie qui entre en jeu face aux échecs qui peuvent m'aider à discerner si je suis dans la recherche excessive de la perfection. Le perfectionnisme, il aimerait en effet tout réussir. Selon le schéma de réussite qu'il s'est lui-même fixé, ou bien qu'on le lui a enseigné depuis tout petit. Or, la réalité prouve bien que l'on ne réussit pas jamais tout parfaitement. Nous ne sommes pas Dieu. Être perfectionniste, c'est parfois vouloir que le chemin menant à nos objectifs soit direct et dépourvu d'obstacles. Pourtant, nous ne pouvons accomplir un sans faute dans notre vie. C'est pas possible. Si j'ai l'impression de parcourir un sans faute, alors il est peut-être urgent de m'arrêter pour réfléchir un peu, car ce refus de l'échec a des conséquences pesantes sur notre bien-être et sur celui de notre entourage. Tout d'abord, ça génère une grande angoisse. La possibilité d'un échec n'est jamais loin, peut-on penser. Vous savez, ces petits « et si » qui nous envahissent. À long terme, cela inhibe notre motivation à essayer de nouvelles choses. Aussi, deuxième point, sur les conséquences qui pèsent sur nous et sur notre entourage, je peux nier le réel et peut-être même que je vis sur une sorte de planète idéale. C'est un peu comme si je vivais dans la jungle et que je niais l'existence des lianes, des bestioles et autres charmes exotiques qui me forcent parfois à tracer un autre chemin.
Être perfectionniste, c'est aussi supporter désagréablement les émotions négatives qui me traversent lorsque je n'ai pas accompli ce que je désirais. Parfois, je peux ressentir de la déception, de la colère, de la frustration. Et si j'ai appris à ne pas aimer ces émotions, globalement si je les glisse sous le tapis, eh bien, je fais tout pour ne pas les ressentir à nouveau. Et en d'autres mots, je fais tout pour ne plus me retrouver en situation d'échec. Et pourtant, accueillir les émotions, quelle que soit leur couleur, permet de traverser une épreuve beaucoup plus sereinement. Et ça évite de se retrouver avec beaucoup, beaucoup de poussière sous le tapis parce qu'à un moment ou à un autre, elle ressort. Je vous propose de réécouter le podcast Je nomme mes émotions, le podcast numéro 5. Autre conséquence de refuser l'échec est le risque d'écraser les autres. Quand j'ai l'impression ou le désir de ne jamais me tromper, peut-être qu'inconsciemment, j'ai les yeux rivés sur mes propres objectifs et les moyens d'y parvenir. Ou bien, lorsque j'établis les règles qui me conviennent et les critères qui m'arrangent moi et ma personne, j'en oublie les autres. Je vous propose de réécouter à ce propos la bulle de bonheur numéro 33, je sors des rapports de force. Dernier point, j'oublie surtout de profiter du présent, car je reste focalisée sur les résultats. J'y pense même parfois avant de commencer. Et donc, la peur de l'échec me bloque et peut me rendre même agressif. Je vous propose de réécouter la bulle de bonheur 25, je savoure l'instant présent. Allez, je change de regard. Alors, comment sortir de cette perfection ? Tout d'abord, je peux faire preuve d'humilité dans l'acceptation de cette imperfection. Et l'humilité est bien différente de la résignation. Je suis tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, et je suis façonné par mes réussites comme par mes échecs. Et aussi, si je choisissais la simplicité, par exemple en adoptant la pensée du wabi-sabi, cet art de vivre à la japonaise. Au lieu de chercher à être le meilleur et le plus parfait, je peux au contraire m'attacher à être la version la plus fidèle de moi-même. On pourrait traduire le courant du wabi-sabi par l'art de la perfection imparfaite. Bingo! On tient une idée, non? Concrètement, que se cache-t-il derrière ce concept branché? D'abord, les termes utilisés. Le wabi évoque la solitude, la simplicité, la mélancolie et une pointe de tristesse. Le sabi représente plutôt la patine des objets, l'altération par le temps de ce qui nous entoure. L'un dans l'autre se dessine la joie des choses simples, la recherche du bonheur dans ce qui est à l'instant T. La notion du temps peut évoquer aussi l'amour du temps qui passe et sa beauté. C'est l'acceptation de la marque du temps, comme mérite par exemple, ou la transformation naturelle de mes relations avec mon mari. Par rapport au temps, c'est aussi l'acceptation de l'imprévu et de l'inhabituel, avec tout ce qu'il apporte de déception ou d'écart avec ce que j'avais prévu. On pourrait dire que le wabi-sabi, c'est la recherche de l'authentique opposé à la course au superficiel et au superflu. C'est ralentir, profiter, aimer. C'est savoir se dégager de relations amicales toxiques, réunir les gens que l'on aime, rire avec ceux qu'on apprécie. C'est rester sobre et accepter le réel. Attention, l'acceptation est bien différente de la résignation, comme je disais tout à l'heure. Et pour conclure, en citant Marie Donzel, consultante en innovation sociale, le wabi-sabi, c'est en quelque sorte un regard simple sur le réel qui passe par l'acceptation que rien n'est immuable et que les transformations font partie de l'essence des choses. Que faire de l'échec dans tout cela ? C'est ici que l'on retrouve l'idée de l'optimalisme. On en a parlé dans notre bulle de bonheur 87, J'ose oser. L'optimalisme est un courant introduit par Tal Ben-Sahar, on en a déjà largement parlé, professeur en psychologie positive à Harvard, et dans son livre L'apprentissage de l'imperfection, le professeur met à jour une version positive et beaucoup plus joyeuse du perfectionnisme. Nous pourrions dire que le perfectionnisme est à la recherche de la réussite en lui sacrifiant notre rapport au réel et à notre équilibre émotionnel. C'est une forme de perfectionnisme sain, en fait. J'aime bien ce qu'il raconte d'ailleurs Tal Ben-Sahar, que quand il était étudiant en Israël, il imaginait le bonheur intense qu'il vivrait le jour où il serait champion de squash. Une fois le titre de champion enfin en poche, il a vécu une joie immense, mais cette joie ne durera pas. Tous les effets du bonheur tant espéré
se sont envolés. Il s'est senti totalement abattu, perdu, ne sachant même plus quel sens donner à sa vie. C'est alors qu'il réalisa que ce n'était pas l'intensité de nos objectifs qui nous rendait durablement heureux, mais la quête d'un équilibre réaliste qui vient de nous-mêmes. Et c'est là où il établit une différence entre être parfait et être heureux. Vous pouvez aller lire justement ce livre, L'apprentissage de l'imperfection et l'apprentissage du bonheur, il l'explique largement. Revenons à l'optimalisme qui vient du mot optimal. Alors c'est quoi un optimaliste? L'optimaliste, il est entièrement dans le réel et dans la vraie vie. Et c'est vrai que dans la vraie vie, nous ne réussissons pas tout le temps. Et on dirait bien que l'optimaliste intègre totalement les échecs à son schéma de pensée comme partie prenante de son chemin de réussite. Les échecs sont même inextricablement liés à sa réussite. Pour l'optimaliste, l'échec est synonyme d'expérience. Et les Américains ont largement intégré cela dans l'éducation de leurs enfants, à l'école et dans la vie professionnelle. C'est vraiment ce que je constate tous les jours. Rater, c'est surtout une occasion de recommencer quelque chose de nouveau, de différent. D'ailleurs, il n'est pas américain, mais vous vous souvenez de ce qu'a dit Churchill à propos de l'échec dans notre podcast J'ose oser 87. Petit rappel, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Et si on parlait des entrepreneurs les plus performants, ils ont tous connu à un moment ou un autre de leur itinéraire un ou plusieurs échecs. On raconte même que se frotter au nouveau et à ses contraintes est une de leurs passions. On pourrait citer par exemple Steve Jobs qui a commencé en bidouillant dans son garage pour fonder sa société Apple. Il a même vendu sa voiture. Je pourrais vous parler aussi de Soichiro Honda, ce mécanicien japonais autodidacte, fils de forgeron. Il a bien trébuché avant de démarrer. Après son petit garage dans son village natal, il crée sa première entreprise de motocyclettes et hop, tout est bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le voilà ruiné, reparti à zéro, et il a trouvé l'énergie et il a écrit Honda, qu'on connaît tous aujourd'hui. Et si je vous parlais aussi de Walt Disney, qui au retour de France après la Première Guerre mondiale, il trouve un petit boulot de dessin publicitaire, et là il monte une première entreprise de court-métrage qui dépose son bilan, et là aussi il est ruiné. Il crée ensuite avec son frère cette fameuse firme Disney. Il démarre dans un garage lui aussi, car pas les moyens de se payer un studio. Et la suite, tout le monde la connaît, et celle-ci relève d'un conte de fées. Alors c'est quoi accueillir le réel? Dans leurs travaux sur l'estime de soi, les chercheurs en psychologie Richard Bednar et Scott Peterson ont établi qu'accueillir le réel avec les risques qu'il représente, plus la possibilité d'un échec, plus les conditions qui me sont données, égale que ça favorise la confiance en soi. Vous pouvez aller réécouter notre bulle de bonheur 20, je me fais confiance. En effet, être dans un mode de crainte du résultat ou de nécessité de réussite froide, cela me renvoie un message acide. Tu ne pourras pas encaisser un échec, ou bien les autres ne te le pardonneront pas. En d'autres mots, cela me renvoie le message que je ne suis pas capable d'affronter un échec. À l'inverse, quand je me lance un défi, en acceptant le risque que cela implique, je me dis à moi-même, tu es suffisamment résistant pour encaisser un éventuel échec. J.K. Rowling, l'auteur de la série Harry Potter, dans un discours qu'elle a prononcé à Harvard en 2008 lors de la remise des diplômes, évoque les vertus de l'échec. Je la cite. « L'échec a été pour moi une façon d'éliminer le superflu. Cela m'a libérée parce que ma crainte majeure s'en trouvait réalisée et que j'étais toujours vivante. J'étais toujours une petite fille que j'adorais, plus une vieille machine à écrire et de grandes aspirations. J'avais touché le fond, et ce fond, ce seraient les fondations sur lesquelles j'allais construire ma vie. L'échec m'a donné un sentiment de sécurité que je n'avais jamais ressenti en réussissant mes examens et m'a appris sur moi-même des choses que je n'aurais pas pu apprendre autrement. J'ai découvert par exemple que j'étais dotée d'une volonté de faire et beaucoup plus disciplinée que je ne le pensais. Je me suis aussi aperçue que j'avais des amis précieux comme des diamants. Prendre conscience que l'échec vous a rendu plus fort et plus lucide, c'est savoir que désormais, vous serez sûr de vous en sortir.
On ne peut pas véritablement se connaître soi-même ni éprouver la solidité de nos attaches si l'on n'a jamais franchi l'épreuve de l'adversité. Waouh, magnifique. Donc en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que la seule manière d'affronter l'échec est de le reconnaître. Et plus tôt on apprend à négocier ses virages, et mieux on est préparé finalement à aborder les obstacles qui jalonnent notre chemin. Par exemple, quand mon enfant a raté une compétition, au lieu de lui dire que c'est la faute de l'arbitre, je peux réfléchir avec lui sur les réussites du match et les points à ne pas recommencer. Quand j'ai manqué un contrat, au lieu que ce soit la faute de mon interlocuteur ou de la conjoncture, je peux analyser les arguments que j'aurais pu amener autrement. De tous nos échecs, nous pouvons grandir. Mais alors, la clé de voûte de cette attitude, c'est la bienveillance. La bienveillance face à moi-même, la bienveillance face aux autres, face à mes collègues, face à mes enfants, face à mon mari, face à la vie aussi. Si je pense wabi-sabi, je me dis que savourer ce que j'ai est primordial. Préserver un climat de travail familial ou amical agréable est la première manière de faire du bon travail, de transmettre nos valeurs et d'éduquer. Et je pourrais même vous suggérer de jouer à un jeu 2 minutes. Et hop, je me lance. Si je résume. 1. Je suis optimaliste quand j'intègre l'échec à mon chemin de bonheur. Et je me répète en boucle, échec égale expérience. 2. Accepter mes propres échecs, c'est un levier pour réussir ce que j'entreprends, et c'est donc un cercle vertueux. 3. Comme les Japonais, rester simple et fidèle à moi-même, c'est le terreau le plus fertile pour édifier de grandes choses, en famille, au travail ou avec mes amis. Et enfin 4. Je choisis la bienveillance comme outil numéro 1. Pigez une carte 2 minutes ensemble et repensez à un défi que vous avez relevé. Réfléchissez à ce que vous en avez appris et comment ça a contribué à votre évolution personnelle. Et la petite mousse de la semaine ? C'est plutôt une partie de ping-pong cette fois. Elle nous est servie par le grand pédagogue Fénelon. Écoutez, c'est ultra simple. C'est une perfection de n'aspirer point à être parfait. Et Napoléon Bonaparte confirme, si la perfection n'était pas chimérique, elle n'aurait pas tant de succès. Allez, encore une. Ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais, dit Dali. C'est pigé ? Allez, ne tombons pas dans le panneau, chers auditeurs. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de Bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.